à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. Alors on a deux sujets fantastiques. On a un sujet sur Shein, marque chinoise qui s'implante en France avec un aspect poupée pédopornographique qui fait quand même un peu mal. Et puis on a un deuxième sujet, c'est la taxe Zuckman, l'imposition des super riches, l'imposition des très grosses multinationales. Et tout ça, c'est le menu de notre émission avec 4 invités. Un économiste, Philippe Murer, bonjour. Bonjour. Philippe Pasco, l'homme au chapeau. Bonjour. Bonjour Philippe. Éric Richermoz. Bonjour. Qui, à force d'être un nouveau dans l'émission, on en est quand même à sa 3e, je Mon rond crois. de serviette est en cours de création. C'est tout à fait ça, exactement. Et Patrick Ivard. Bonjour Patrick. Bonjour Franck Tanguy. Très bien. Alors, rendez-vous dans quelques secondes pour cette belle émission. Ah oui, avant que je n'oublie, s'il vous plaît, le pouce en haut. C'est très important, si vous êtes content de l'émission, d'appuyer sur le pouce. Ça nous augmente très fortement le référencement et donc ça fait monter l'émission dans les possibilités de la regarder sur YouTube. Et puis, les commentaires. Allez-y, n'ayez pas peur. D'ailleurs, vous ne vous retenez pas beaucoup de nous dire ce que vous pensez des intervenants, des sujets et de l'animateur. Tout est lu. Parfois, ça pince. Mais voilà, c'est le sujet. C'est amusant comme ça aussi. Allez, à tout de suite. Shein s'installe au BHV. En plein Paris, alors que le prêt-à-porter français suffoque. Je ne vais pas vous faire la liste, on en parlera sans doute au cours de l'émission, des boîtes de prêt-à-porter qui sont en redressement ou qui ont fait faillite. Donc ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Donc entre le dumping chinois, les scandales de poupées pédopornographiques, il y a une grosse polémique qui s'installe. Donc le sujet, c'est est-ce qu'il faut réguler ces boîtes? Est-ce qu'il faut même d'ailleurs les interdire? Parce que finalement, elles nous font du mal d'un point de vue économique et elles sont peut-être également contraires à nos valeurs. Patrick Ivard. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur l'ouverture de ces magasins Shein à Paris. Fast fashion. C'est même l'ultra fast fashion, mais pas que. Alors, il y a deux choses. Oui. Vous en avez parlé, c'est le problème de la pornographie avec ces poupées sexualisées qui représentent des petites filles. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, c'est quand même atterrant de voir ces poupées gonflables nouvelle génération, j'allais dire, avec des petites filles qui sont sexualisées comme ça. Moi, je trouve que c'est un dit long quand même sur l'évolution de notre société, sur la mauvaise évolution de notre société. Et je crois que là, il faut qu'on réagisse parce que c'est pas normal. Alors, je pense que le parquet devrait pouvoir agir en application de l'article 227-23 du Code pénal, parce que c'est une représentation pornographique de mineurs, et que c'est interdit par la loi. Donc ça, voilà, je pense qu'il y a une solution qui doit être prise par le parquet. Mais une solution qui pourrait amener à quoi? Parce que je rappelle qu'on parle de Chine, mais en réalité, il y a d'autres sites chinois, tous, AliExpress, Temu, qui sont dans le coup. C'est-à-dire qu'en gros, selon le mode de référencement, selon ce que l'on fouille plus ou moins dans leur catalogue, on réussit tous à trouver des poupées de ce type. Alors la pédopornographie, oui, mais la pédopornographie, c'est quand même une ligne rouge à ne pas franchir, quoi. Je crois que là, il faut que le parquet réagisse qu'il réagisse très vite, parce qu'on ne peut pas avoir des poupées gonflables de petites filles de 7-8 ans qui tiennent un ours à la main. Non, ça, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Concrètement, est-ce que ça peut amener à une interdiction de ces sites? Alors, ça peut amener à une incrimination de ceux qui les vendent et de ceux qui les achètent. Ouais. Ça, oui, parce que l'article que je citais, 227-23 du Code pénal, prévoit ce genre de choses. C'est-à-dire, c'est un petit peu tiré par les cheveux, parce que normalement, c'est un article qui est censé lutter contre la diffusion de vidéos et de photos pornographiques de mineurs. D'accord. Mais là, il prévoit aussi la représentation pédopornographique. Et on peut interpréter l'article. Et on peut l'interpréter. Je pense que notre camarade a dit la bonne chose, c'est-à-dire qu'il y a deux facettes. Il faut aussi choper les gens qui achètent. Oui. Parce qu'on arrive à bien le faire, de choper les adresses IP, choper les gens qui font du hyperharcèlement. C'est facile. Du hyperharcèlement contre une femme de président. Donc pourquoi on ne pourrait pas le faire pour des gens qui achètent? Ça n'est pas si simple, parce que parfois les sites refusent de donner leur... les sites qui refusent, on peut aussi les attaquer. Il y a un article de loi maintenant qui est passé sur ce sujet. Donc on peut le faire. C'est juste une volonté politique. Une volonté surtout basée sur le non-profit. Parce que là, cette affaire-là, quand on regarde bien, c'est pas une histoire de si, c'en est une. Mais c'est surtout une affaire de pognon. Ça rapporte de l'argent. Bien sûr, mais Franck, quand même, cette histoire-là, c'est quand même assez symptomatique de l'évolution d'une société. On est d'accord. Je me souviens, vous vous souvenez aussi, Eric non, parce qu'il est trop jeune, mais en 1994, on a eu l'affaire Dutroux,
qui a quand même complètement changé la manière de voir la pédophilie. Parce que en Belgique, on s'est rendu compte que la pédocriminalité, il y avait des petites filles qui étaient mortes du fait de ces trafics pédocriminels. Mais avant, moi je m'en souviens parce que j'ai travaillé à la Brigade des mineurs de Paris à cette époque-là. Je peux vous dire que on avait des hommes politiques, on avait des écrivains, je ne citerai pas les noms, mais vous les avez en tête, qui trouvaient que la pédophilie, c'était un peu tendance parce que ça rappelait l'Antiquité grecque, ça rappelait l'Antiquité romaine, et puis que de toutes les façons... On se souvient de conversations, même à apostrophe, grande émission respectable, très respectable, où il y avait Matzneff, entre autres, parce qu'on peut le citer, ou Cohn-Bendit, qui à un moment, alors après il a fait bien honorable, très largement marche arrière, il n'empêche que... Oui, non mais bien sûr. Ou beaucoup d'autres, Franck. Mais là j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en 2025, l'affaire Dutroux, il est enterré, quoi. C'est-à-dire qu'on a complètement oublié l'affaire Dutroux 1994, et puis maintenant la pédophilie, elle est peut-être un peu... Pas la Belgique, la Belgique n'a pas oublié du tout. Moi je parle de la France, et j'ai l'impression qu'en France, c'est en train de redevenir tendance, et ça c'est pas acceptable, quoi. Alors il y a ce problème de pédocriminalité et de pédophilie, mais il y a aussi un énorme problème économique. Bien sûr. Parce que, en fait, ces entreprises chinoises, Shine, vendent soit par Internet, soit en direct. Elles écoulent directement la camelote chinoise en France, à prix complètement cassé. C'est en train de détruire des industries. C'est ce que je disais au lancement. Et le commerce. Commerce, parce que, en fait, comme tu le disais, Franck, moi je peux citer la liste des entreprises d'habillement françaises détruites et de salariés qui ont perdu leur emploi. Jennifer, Camailleux, San Marina, Minelli, Naf-Naf, et il y en a 20 autres qui ont perdu. Naf-Naf en est, je crois, à son 3e redressement judiciaire. Je crois qu'elle est au bord de la liquidation. Ces entreprises sont même en liquidation. La deuxième point très important, c'est que l'UFC Que Choisir a fait une étude sur tous les produits Shine. Enfin, pas tous les produits, 160 produits Shine, donc un large échantillon. Et en fait, ce qu'il en est sorti, c'est que 70% des produits ne respectent pas les réglementations françaises et européennes, alors qu'elles sont en concurrence, donc déloyale, avec des entreprises françaises qui produisent avec nos normes. Et le deuxième point, encore plus important, la moitié des produits Shine sont dangereux pour la santé. C'est-à-dire, c'est des bijoux avec du cadmium et des métaux lourds, c'est des jouets dont 98% sont pas aux normes et sont toxiques, c'est des vêtements toxiques, c'est des chargeurs qui sont en fait qui risquent d'incendie. Conclusion, en fait, dans un pays qui se respecte, déjà ces sites devraient être interdits pour vendre des produits dangereux et non conformes aux normes. Et dans un pays qui respecte ses entreprises, ses salariés et ses producteurs, eh bien, on devrait taxer les produits chinois. Sans parler... Arrêter l'invasion de produits de mauvaise qualité. Taxer, ça sert à rien. Par contre, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, et qu'aucun gouvernement, quel qu'il soit, ne fait, c'est de renforcer les contrôles sur ces produits. Comment ça se fait que ces produits peuvent rentrer en France sans être contrôlés? Comment ça se fait que ces produits qui sont dangereux, et je suis entièrement d'accord avec toi, puissent être mis sur le marché? Parce qu'il y a d'un seul coup économique au niveau de l'Union européenne aussi. C'est parce que ça rapporte de l'argent, qu'il y a des gens qui ferment les yeux et qu'on préfère rien dire et laisser mourir des gens parce qu'ils avalent un jouet. Oui, mais il y a un gros problème de souveraineté. On n'est pas en mesure, on n'est pas aujourd'hui on n'est pas en mesure de mettre des barrières tarifaires et non tarifaires vis-à-vis de ces entreprises. Un contrôle sur les produits. Il y a des milliers, tous les jours, il y a des milliers de... Il y a tout ce qu'il faut. Attendez, vous parlez les uns sur les autres. En quoi vous vous opposez finalement? Il y en a un qui dit des barrières douanières et l'autre qui dit des contrôles. Quand tu parles on n'est pas en désaccord. Chaque fois que quelqu'un se rend compte qu'il y a des produits dangereux non certifiés, Shine dit pas de problème, on le retire. Et on remet un nouveau produit dangereux. Il balance il y a des milliers de produits sur le catalogue Shein et c'est comparable sur AliExpress, c'est comparable sur Temu. Tous les jours, ils mettent, je crois qu'il y a 10 000 produits par semaine, nouveaux produits qui sont mis dessus. Donc en fait, même eux ne contrôlent pas tout. Structurellement, ça veut dire que ça laisse la porte ouverte à des poupées horribles ou des produits qui sont pas du tout respectueux de nos normes ultra polluants par exemple, etc., qui respectent pas le code du travail, etc. Donc là, c'est manifestement et très évidemment un dumping social, environnemental, tout ce qu'on veut. Donc, mais il faut qu'on ait notre souveraineté au niveau commercial, parce que tant qu'on reste dans l'Union européenne, on peut pas bloquer la Chine. Mais toi aussi, t'es adorable. Pardon, je comprends pas pourquoi vous allez vous opposer, parce que finalement... La barrière dont il parle, de toute manière, c'est mis en place par les politiques qui ne le font pas. Alors qu'un contrôle
Je veux dire, c'est pas dur à mettre en place. On arrive bien à avoir des contrôleurs sur le code du travail, le travail. Non, mais c'est la on parle de centaines de milliers de colis par semaine. Mais il y en a 1 milliard par an. On est incapable de les contrôler. Mais aujourd'hui, un site, quand il y a un certain nombre de produits qui ne respectent pas nos règles, on peut se mettre d'accord sur un montant, sur un nombre donné, et ben ce site, il ferme pendant 1 mois. S'il réitère, il ferme pendant 6 mois, et après il peut pas réouvrir. Il y a à la fois des trucs sur les entreprises, donc les sites, et il y a en même temps les trucs sur les pays. Bah oui. Non mais je dis pas qu'il faut pas les contrôler. Entendez le fait qu'il y a 1 milliard de colis qui circulent. Je vais te donner on n'est pas capable de les contrôler. Quand une entreprise, contrôler. parce que ces sites-là te donnent, envoient en France par container, pas un produit. C'est 100 produits dans 15 containers. Ouais. Tu contrôles un container, il y a quelque chose qui... Et ben, tout le reste ne rentre pas en France. Et ça, c'est facile à faire. Et on le fait déjà pour certaines choses. Pourquoi on ne le fait pas pour les produits qui arrivent de Chine ? On n'arrive pas à contrôler l'entrée de la drogue. Chacun sait qu'il y a, et Ivar va pouvoir nous en parler, il y a de la drogue qui rentre. On manque de policiers, on manque de contrôleurs. Et ça serait en plus rentable d'avoir plus de contrôleurs. Mais on ne le fait pas. Mais l'autre truc aussi, Patrick Ivar, il y en a un qui a peu parlé. Patrick Ivar. On fait le parallèle avec la drogue. Je pense que si on parle des conteneurs qui viennent d'Amérique du Sud, il n'y en a pas plus de 2% qui sont contrôlés par les douanes et la police, donc il y en a 98% qui ne sont pas contrôlés. C'est pour ça que ça marche. Maintenant, moi, je vous écoute parler là. Et vraiment, j'ai l'impression qu'on est foutu parce qu'on a un discours de perdant. C'est-à-dire que ça y est, comment on fait pour se défendre, étant donné que finalement, les Chinois vont nous envahir économiquement et que on a perdu. J'aimerais qu'on revienne peut-être sur le temps long et qu'on voit un petit peu ce qui se passe et qu'on ait un petit peu peut-être le point de vue chinois. J'aimerais qu'on revienne au 19e siècle en Chine. Qu'est-ce qui se passe au 19e siècle en Chine ? C'est la guerre de l'opium. La guerre de l'opium, c'est quoi ? C'est les Anglais qui achètent du thé et qui l'achètent en vendant de l'opium aux Chinois qui n'en veulent pas. Mais les forces à l'acheter. Alors, ce que disait Philippe Murat est exact. Effectivement, ce que nous voit en Chine aujourd'hui, c'est des produits qui sont parfois toxiques. Mais l'opium, c'est pas toxique. Ils sont retrouvés des Chinois du 19e. Pardon, quel rapport ? Parce qu'on leur a fait du mal. C'est ça. Alors, c'est le 19e, maintenant. Exactement. C'est là. C'est la revanche des Chinois. Les Chinois ont été humiliés au 19e siècle. Ils ont été humiliés par les puissances occidentales et aujourd'hui, en 2025, la Chine prend sa revanche sur le monde des barbares. Autant se défendre nous-mêmes parce que les Chinois, on dénonce l'impérialisme militaire américain, mais l'impérialisme industriel et économique chinois. En fait, on avait 100 milliards d'excédents commerciaux chinois en 2001. On est à 1100 milliards. Ça augmente de 100 milliards par an. Comment ils font ? Leur monnaie vaut 2 fois moins cher qu'elle devrait. Donc les produits à l'export sont 2 fois moins chers. Est-ce qu'on fait quelque chose face à ça ou est-ce qu'on est passif ? Ils ont des salaires extrêmement faibles. De moins en moins faibles. C'est vrai, sur la côte chinoise, c'est vrai. Mais la monnaie reste divisée par 2, donc les prix sont 2 fois moins chers qu'ils devraient. Et donc ils sont en train de détruire l'industrie du monde entier. Et c'est pour ça que Donald Trump a eu raison de faire des droits de douane de 35% avec la Chine et que la France doit faire des droits de douane de 35% avec la Chine, ce qui signifie le Frexit, parce que l'Union européenne ne mettra jamais de droits de douane avec la Chine. Et ça sera la destruction de notre industrie. On est en train de supporter les conséquences d'une mauvaise décision. On a désindustrialisé la France en se disant on va construire des usines en Chine, ça nous coûtera moins cher, puis après on revendra les produits sans usine. Mais oui, c'est formidable, la vie est belle, on va vers un avenir radieux. Et puis finalement les Chinois, ils ont les usines, puis ils ont aussi tout le commerce, parce que maintenant ils nous vendent leur camelote. On est obligé de commerce et les brevets, puisqu'ils nous ont les brevets pendant des années et des années. On a même fait des transferts de technologie, donc en donnant les brevets sans avoir besoin de se les faire voler, pour fabriquer sur place. Il ne fallait pas désindustrialiser la France. Il faut se défendre. Oui, pardon. Moi, je voudrais faire réindustrialiser la France. Ok, on va faire un petit tour ici de savoir qui a sur soi des vêtements qui viendraient de Chine ou d'Extrême-Orient. Est-ce que vous êtes capable de me le dire ? Alors, non seulement je ne suis pas capable, mais en plus je me suis fait rouler il n'y a pas longtemps. Parce que j'ai acheté un produit sur Internet, nulle part, et c'était marqué que ça venait de Chine. Je dis bien nulle part, j'ai vérifié après. Nulle part, on m'a dit que c'était expédié de Chine, et je me suis aperçu que c'était expédié de Chine pour arriver chez moi. Moi, je pense pas autrement dit, mais elles le sont peut-être. Donc il y a un problème. Mais autrement dit, on est en partie responsable de ce qui arrive, non, parce qu'il n'y a
plus de marquage Made in France, Made in China. Il y a plein de produits qu'on a. Non, il n'y a aucune obligation. Donc les marques regardent d'où ça vient, etc. Là, tu ne le sais même plus. Excuse-moi Philippe, là, tu ne peux pas être responsable. Ça dépend du niveau économique aussi. Quand quelqu'un est au SMIC, on ne peut pas lui en vouloir de mettre énormément de choses fabriquées en Chine. Il y a aussi effectivement ce sujet-là sur Chine. Il y a tout ce qu'on dit pour critiquer très légitimement l'industrie chinoise qui nous balance toutes ces bêtises, etc. Mais il y a aussi un gros mépris de classe qui crève les yeux à la télévision, etc. Avec des gens qui sont moralisateurs et qui en fait font la leçon aux pauvres, font la leçon au peuple, alors qu'en fait c'est aussi un symptôme malheureusement de l'appauvrissement total de la population. Les grandes marques qui sont au BHV habituellement, elles sont complètement inaccessibles pour 80% de la population, sauf exception. Je vais vous citer ce qu'a dit le patron du BHV, Monsieur Merlin, qui entre parenthèses, je trouve, se défend plutôt pas mal. Il a dit une chose, mais si vous n'êtes pas content de Chine, interdisez-le. Moi, je suis un commerçant. Mon devoir, c'est de générer du flux. Ce flux, des gens qui vont monter au 5e étage du BHV, ils vont aller acheter d'autres marques en même temps. C'est de la moraline, effectivement. Cette opération contre le BHV, c'est à l'État d'interdire le site Shine et de mettre des droits de douane sur les produits chinois, clairement. C'est justement pas moral. Pourquoi n'est-ce pas moral ? Parce qu'il sait pertinemment ce qu'il est en train de faire, ce monsieur-là. Oui. Alors moi, mais il le dit de manière tout à fait cynique. Il dit, moi, je fais venir Chine parce que c'est bon pour mon chiffre d'affaires. Mais selon les règles actuelles, en fait, les règles sont mauvaises, les règles sont à changer. En quoi est-il répréhensible ? Mais je ne dis pas qu'il est répréhensible. Je dis pas qu'il n'est pas répréhensible. Il faut changer les règles. Je dis qu'il est immoral. Comment un chef d'entreprise peut accepter que dans sa boîte, dans son entreprise, il y a des mannequins pédophiles, faudrait qu'ils soient vendus. Moi, j'ai ça dans mon entreprise, mais le mec, là, vous confondez le patron de Chine avec celui du BHV. Mais où sont vendus ils sont vendus pareil. Non, moi, je travaillerai un tout petit échantillon. Mais je ne travaillerai pas avec cette personne-là. Moi, j'étais dans un dîner il y a 20 ans. Il y avait un fabricant d'armes. J'ai refusé de me déjeuner à côté de lui. C'est tout. Mais ça, il faut changer les règles. Et j'ai perdu plein de choses à cause de ça. C'est juste une question de morale. Non, c'est pas suffisant la morale. Moi, je refuse au maximum d'acheter. Je refuse au maximum d'acheter chinois. Autrement dit, ce que vous dites, contrairement à Richard Mose, sur Richard Mose, il parle du pouvoir d'achat. Il parle aussi, d'une certaine manière, de la baisse du pouvoir d'achat des Français. Mais vous êtes en train de juger moralement ceux qui n'ayant pas les moyens d'acheter des articles français achètent des articles chinois. C'est ça que vous faites, Philippe Pasco. Je ne les juge pas parce que je sais que les gens n'ont pas forcément le choix. Mais il y a un moment donné, il faut qu'aussi la morale individuelle prenne le dessus. Parce que c'est trop facile à chaque fois d'accuser les autres. Je veux dire, les escrocs fonctionnent pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des gens qui achètent derrière l'escroquerie. Mais les classes populaires sont tellement égorgées au niveau du pouvoir d'achat qu'à la fin elles vont toutes elles vont toutes chez Shine ou dans des zones de discount. Donc ce qu'il faut faire, c'est arrêter la mondialisation, fixer des règles comme arrêter la mondialisation. Tu ne pourras pas arrêter Philippe, la mondialisation. C'est réaliste. Mettre des droits de douane. Arrête. Par contre, mais bien sûr quoi. Mais que fait Trump ? Il met des droits de douane. À arrêter quoi que ce soit d'ailleurs. Mais bien sûr que l'industrie s'en sort beaucoup mieux aux États-Unis qu'en Allemagne et qu'il est en train d'arrêter les produits chinois, bien sûr. Et Cher Mose, une entreprise en France qui produirait en faisant de l'esclavage de ses employés, qui balancerait des produits, balancerait des produits chimiques complètement dégueulasses partout dans l'environnement, qui aurait 7 produits sur 10 qui respectent pas les normes. Le chef d'entreprise, il aurait des problèmes au niveau pénal. L'entreprise, elle fermerait extrêmement rapidement. Parce qu'elle est en France, parce qu'on a des règles, et que c'est des règles qui, pour une bonne partie d'entre elles, sont bien et nous permettent de vivre dans une société à peu près humaine. Donc, il faut... Les entreprises qui vendent trop de produits comme ça, elles doivent fermer. Et donc c'est un problème politique, cette histoire de Chine. On est d'accord. Bien sûr. Pas comme ça par ne serait-ce que la réciprocité politique. Moi, je veux bien acheter des voitures chinoises à condition que les Chinois acceptent, je prends une image, acceptent que nos voitures françaises puissent être vendues là-bas. Il n'y a pas de réciprocité avec ces pays-là. Comme il n'y avait pas de réciprocité avec la Russie. C'est-à-dire que la Russie peut nous envoyer plein de voitures vendues, mais nous, on n'a pas le droit. Alors, vous faites bien amener le sujet là-dessus. Parce que moi, finalement, en réfléchissant à cette histoire de Chine et de tout le cycle de l'ultra jeune, je me suis demandé si on devait s'arrêter là ou si on devait interdire, par exemple, l'exportation des voitures chinoises. Les voitures chinoises sont en train de tuer l'industrie française et européenne de l'automobile. Est-ce qu'on doit se laisser faire ? C'est le cœur de l'industrie et derrière, il y a toute la sous-traitance industrielle de tous les produits. Si on laisse détruire l'industrie automobile, ça va être une catastrophe pour toute l'industrie. Et on a les moyens. Si on ne met pas de droits de douane, on va s'effondrer. L'Allemagne
a perdu un quart de son industrie depuis 2017. Exact. Un quart. Donc c'est l'effondrement, l'appauvrissement, et les gens seront obligés d'acheter des produits Shine, et donc la boucle sera bouclée. C'est une spirale mortifère. Il faut faire du protectionnisme comme le fait Trump, et là, on aura une spirale vertueuse. Et est-ce que vous êtes en accord avec ça, Pasco, sur le protectionnisme? Oui, et en plus, c'est des Français, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Si quelqu'un vend une voiture chinoise en France, c'est pas le Chinois qui vient les vendre, c'est un concessionnaire français qui lui achète des voitures chinoises pas chères et qui a des ristournes parce qu'il en achète plein à toi et qui fait son bénéfice pour le revendre à des Français. Les barrières douanières, elles doivent pouvoir financer le fait de produire en France des produits de meilleure qualité et aussi la seconde main aussi, parce que vous posez la question de qui met du non ou de quelque chose qui soit pas fait, des vêtements pas faits en Asie. Sur moi, j'en ai très peu, notamment parce que je suis de la génération qui va beaucoup sur Vinted, au Fripe, etc. Et que ma génération met moins de choses asiatiques que la vôtre. En plus, j'ai du mal à comprendre parce qu'il y a certains pays où les normes, entre guillemets, du pays, si jamais tu rentres un produit qui n'est pas aux normes, ils ne te l'acceptent pas. Donc si eux y arrivent, et je prends des pays du Nord, comme la Suède, etc., va rentrer un pays qui n'est pas aux normes. Moi, j'aimerais bien être certain qui ne commande pas sur Chine. Mais il y a toujours, je parle que les normes, en tout cas, et les contrôles sont beaucoup plus rigoureux. Ouais. C'est pas compliqué, je veux dire, mais ça m'a l'air très compliqué. Tu es très naïf. Oui. Mais non, je suis pas naïf. Comme on n'arrive pas à contrôler l'entrée de la drogue, je serais étonné que par miracle, on n'arrive pas à contrôler de la drogue parce qu'il n'y a pas assez de moyens en France pour la contrôler. Mais non, c'est parce qu'il y a des gens qui l'achètent. C'est pas la même aussi, chose. aussi. Je veux dire, moi je fais le parallèle. Qui la vendent. J'ai mon tropisme d'ancien policier quand bah, même. Et moi je fais le parallèle avec les magasins de CBD, de cannabidiol, qui est l'autre principe actif à côté du THC qu'on trouve dans le cannabis. Oui. J'étais encore dans la police quand le parquet de Paris nous disait il y a des magasins qui vendent du CBD, il faut vite arrêter les gens, etc. Donc les gars, arrêtez tout. Maintenant, il faut attaquer les magasins qui vendent du CBD. On les a attaqués, on les a arrêtés, on les a placés en garde à vue. Les gérants de ces magasins. Et puis ensuite, quand il a fallu les présenter au parquet, le parquet nous a dit non, finalement, vous ne nous les présentez pas parce qu'on ne saura pas quoi en faire. Et puis, bon, le CBD, la partie est perdue d'avance. Et là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on nous dit oui, c'est pas moral. Et puis, au bout du compte. Ou pas, le CBD Justement, c'était toute la question. Est-ce que c'est légal ou pas légal? Le THC, c'est légal, mais le CBD. Et maintenant, il y en a partout. Et maintenant, il y en a partout. Alors, il y a des magasins qui vendent du CBD absolument partout. C'est-à-dire que c'est une drogue. Alors les gens qui nous regardent, qui en prennent, ils vont dire non, c'est pas vrai, c'est pas une drogue. Oui, pourquoi ils en prennent et pourquoi ils peuvent pas s'en passer? Alors, il y a des magasins qui vendent du CBD partout. Maintenant, on va se retrouver à des magasins chaînes partout parce qu'on n'a pas les moyens et surtout on n'a pas l'envie, on n'a pas la décision politique. C'est là où vous parlez de décadence en fait. Et la décadence, elle est là. On prend de la drogue parce qu'il y a des gens qui se droguent. Pourquoi est-ce qu'on vend des poupées d'enfants sexualisées? C'est parce qu'il y a des gens qui recherchent des poupées d'enfants sexualisés à défaut d'avoir de vrais enfants. Comme à l'époque des années 70 dont on parlait au début de l'émission. Donc c'est ça, il y a un problème moral dans ce pays. Je veux dire, si on se défend pas, pourquoi? Parce que les gens n'ont pas envie de se défendre, les gens ont envie de prendre de la drogue, les gens se disent oui, la sexualité des enfants, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on en revient aux années 60-70 avec une décadence qui s'affirme et qui va nous mener à notre perte parce que il n'y a pas que nous sur Terre. Vous êtes et en dehors des Chinois. Oui, je suis pessimiste parce que je vois les Chinois qui débarquent, je vois une immigration de masse aussi parce que c'est un autre sujet qui débarque et qui va dans d'autres magasins dont on ne parle pas, du genre Action et d'autres magasins de ce genre. Et puis finalement, la France est en train de s'appauvrir moralement parce qu'on a une population qui, moralement, a baissé les bras. Et finalement, alors nous, autour de cette table, on se bat. Maintenant, en France, on est quoi? 70 millions, plus les clandestins. Tout le monde ne se bat pas. C'est une évidence. Donc, battons-nous. Je veux bien. Mais attention, soyons réalistes. La Chine prend sa revanche économiquement. Et puis nous, on n'a pas envie de se défendre. Voilà. Mais on a aussi un problème. Mais parce que ce sera le politiquement, quelque part, c'est que de plus en plus, les gens sont de moins en moins éduqués. Il faut le savoir. Il faut que les gens de plus en plus sont. Ils ne regardent pas assez TV Liberté, ils regardent trop. Attendez, éduquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'école qui fait mal son boulot? Attends, c'est clair, j'en ai déjà parlé ici, où aujourd'hui on produit, entre guillemets, des professeurs des écoles qui savent moins lire et écrire que les gosses à la maternelle à qui doivent l'apprendre. Et ça, c'est pas un mensonge, c'est une réalité. Moi, je fais que dans le factuel. Donc à partir du moment où tu prépares des générations, entre guillemets, d'abrutis, qui ne fréquentent que des abrutis, et on leur demande pas autre chose, qu'est-ce qu'on veut que la population fasse aujourd'hui? Qu'elle ne regarde pas ce qu'elle consomme, qu'elle ne regarde pas pour qui elle vote, qu'elle ne regarde pas la loi sur les riches qui passe pas et la loi qui passe bien pour les pauvres. Et c'est tout ce que entre guillemets, certaines classes dirigeantes veulent par rapport au peuple. Et je ne suis pas dans le complotisme, je ne fais que dans le factuel. Très bien. Écoutez, vous m'avez fait ma belle transition vers la taxe Zuckman, qui est le sujet suivant. À tout de suite.
la taxe Zuckman, maintenant, elle veut faire payer les milliardaires français et les multinationales pour quelque chose qui semble juste. La question, c'est faut-il réformer la fiscalité en profondeur, faire des lois d'exception ou accepter que les riches, on parle de 0,0 quelque chose de la population, que les multinationales et que les géants du numérique échappent à la taxe. Est-ce que ça vous semble un sujet important ? Philippe Murer. Alors, je fais la transition avec tout à l'heure. Le niveau du débat économique est absolument nul. Okay. Parce qu'avant de parler... on devrait normalement parler... Oui, je ne parle pas de nous. Je dis on ne devrait pas, dans les grands médias, on devrait parler, en fait, de la cause de notre appauvrissement et de comment y remédier. Oui. C'est-à-dire, la France ne produit plus rien. Comment est-ce qu'on relance une production en France ? Or, on passe notre temps à parler des conséquences de l'appauvrissement et de quel bouc émissaire doit payer. Les retraités avec Bayrou, les riches avec la taxe Zuckman, les fonctionnaires, les jeunes, etc. Donc, la taxe Zuckman, c'est quoi la problématique de la taxe Zuckman ? En fait, c'est qu'il y a un vrai sujet dessus. C'est que les milliardaires, en fait, en France, ne payent pas d'impôt sur le revenu. Comment font-ils ? Ils ont des holdings. Par exemple, prenons Bernard Arnault. Il a une holding qui détient des titres LVMH. LVMH lui verse 3 milliards d'euros de dividendes. Il ne paye aucun impôt sur le revenu sur les dividendes parce qu'il reste dans la holding de Bernard Arnault. Ils n'en sortent jamais. Bernard Arnault réinvestit derrière pour acheter des maisons, des yachts à partir de sa holding ou d'autres participations. Alors qu'aux États-Unis, en fait, ces sociétés holding, la loi fait que Bernard Arnault devrait payer 20% d'impôt sur le revenu dans sa société holding. Donc, la chose est très simple. C'est ça qu'on devrait faire. Faire comme aux États-Unis, tout simplement. C'est pas être communiste de taxer l'impôt sur les dividendes des milliardaires. Et pourquoi on n'y arrive pas en France ? Alors ça, pourquoi on n'y arrive pas ? Je ne comprends pas. Et ce qu'on fait, c'est absolument absurde. C'est la taxe Zuckman, qui est un ISF sur la fortune professionnelle. C'est-à-dire Bernard Arnault a 150 milliards d'euros de patrimoine, ses actions LVMH. On dit on va prendre 2% de ces 150 milliards, 3 milliards. Contre 3 milliards de dividendes, donc zéro revenu. Zuckman. Je conclus, zéro revenu. Donc finalement, on spolie complètement Bernard Arnault. Donc tous les Bernard Arnault de France partiront à ce moment-là, parce que le problème, c'est qu'on ne fait pas des taxes sur le capital des gens, on fait des taxes sur le revenu du capital, et là, il n'y a plus aucun problème, mais je ne comprends pas pourquoi les politiques ne le proposent pas. Zuckman, je vais me faire un tout petit peu son porte-parole quand je l'ai écouté défendre sa taxe. Il disait en gros, le patrimoine a cru chaque année des super riches de 8% par an. Et si en gros, je leur en prends 2% tous les ans, globalement, il en restera toujours beaucoup plus. Parce qu'il parle de 8% d'évaluation du patrimoine, mais en bourse, et pas des revenus de son patrimoine. Alors qu'on voit bien que la taxe Zuckman, c'est prendre 3 milliards d'euros à Bernard Arnault, alors qu'il a 3 milliards d'euros de dividendes. Donc 100% de ses dividendes. C'est absurde. On ne taxe pas le capital, mais les revenus. Et pourtant, moi, ça me semble assez juste d'essayer de remettre au même niveau d'imposition que vous et moi, qui nous n'arrivons pas à échapper à l'imposition. Et par quelle méthode ? Pourquoi la taxe Zuckman ? Et pas une taxe sur les revenus ? Alors, on fait le tour. Je ne suis pas d'accord. Il faut repartir du début. Puis après, je défendrai Bernard Arnault, c'est quand même incroyable. Je vais devoir le défendre. Mais Zuckman, c'est qui ? C'est un économiste de l'extrême gauche qui a l'impression que pour qu'il y ait moins de pauvres, il faut qu'il y ait moins de riches. À mon avis, ça ne marche pas. Bernard Arnault, c'est bien de dire qu'il est extrêmement riche, c'est qu'il a des yachts et puis des maisons, machin. Probablement. Mais moi, si on ne veut pas d'avoir des yachts, mais je constate simplement que Bernard Arnault, il donne du travail à des dizaines de milliers de gens en France et ailleurs. Si, c'est important. Et parce donc, que il ne va pas payer d'impôt sur le revenu. C'est pas ça. Bernard Arnault donne du travail à des gens. C'est ça dont on parle. Si Bernard Arnault s'en va, il y a des dizaines de milliers de gens qui n'ont plus de travail. Il faut bien voir ça comme ça. C'est pas si Bernard Arnault s'en va. C'est si les entreprises de Bernard Arnault. On ne tue pas la poule aux œufs d'or. La poule aux œufs d'or, elle est peut-être agaçante parce qu'elle est très riche, elle a beaucoup de fric. Maintenant, si la poule aux œufs d'or, on la tue, il n'y a plus d'œufs aux œufs d'or. Je suis désolé. Et les gens ont moins de travail. Et c'est pas parce qu'il y a moins de riches qu'il y aura moins de pauvres. Richard Moss. Là, on a un discours typique de droitard un peu éculé, un peu anti-fiscaliste qui est prêt en fait à payer plus. Et je découvre que je suis un droitard anti quoi ? En fait, anti-fiscaliste, mais en fait, il préfère quand même tu préfères être plus imposé que Bernard Arnault parce qu'en fait, de fait, Bernard Arnault, il est deux fois moins imposé. Les chiffres sont très frappants. Hein. En fait, quand on passe au-dessus de 10 000 euros de revenus en moyenne. En général, ça va avec le patrimoine. Si laisse-moi parler 2 secondes. Attendez. S'il vous plaît, oubliez jamais. Il est déjà parti, Bernard Arnault. Il est parti.
Oh, il est parti. Et aux États-Unis, Donc, tous les gens qui ont 20% d'impôt sur non, le mais donc, revenu. attends, mais je peux pas faire une phrase là. Non, je suis d'accord. Richard Mose. Aujourd'hui, je paye 2 fois plus d'impôts que Bernard Arnault. Est-ce que c'est normal? Toi, ce que tu proposes, c'est de ponctionner les classes moyennes pour pas que Bernard Arnault paye d'impôts. Toi, c'est lui ton veau d'or, Bernard Arnault. Tu es prêt à être cocu par Bernard Arnault. Tu fais travailler 15 000 personnes. Mais Combien tu fais travailler de personnes? il fait travailler en France parce qu'il gagne. Parce que sa plus-value, le fait d'avoir du Made in France sur son luxe, il en est très content. Il fait pas ça par gentillesse. C'est pas un mec qui fait ça, qui fait de Il manquerait plus que ça. qui fait de la gentillesse. Il manquerait est déjà parti à l'étranger. On peut parler des chiffres. On peut parler des chiffres. Philippe, juste une chose. Je vais recentrer le débat sur les chiffres. Le taux d'imposition des 75 foyers les plus riches de France. 25%. C'est-à-dire 0,00002%, c'est 26%, alors que le taux moyen d'imposition des 0,1%, c'est 46%. Je me permets une chose, c'est pas Donc, 26%, il y a quand même un pas truc qui va 26% pas. d'impôt sur le revenu. Hein. Oui. On dit c'est la taxe d'impôt sur les sociétés que paye LVMH, on le met sur Bernard C'est Arnault. globalisant tous les impôts que payent ces gens. Voilà, en prenant en compte les taxes que paye LVMH elle-même. OK. Juste un truc bien simple. Excuse-moi Patrick, mais ton discours est un peu éculé, obsolète et suranné. On nous le resserre depuis des vingtaines d'années. Si j'avais vous me taxer trop, je m'en vais. C'est pas Il vrai. est déjà parti. Non, mais te souviens, c'est pas vrai, ils partent pas. En 81, rappelez-vous, il y a eu Évidemment, ce il est en discours, dès que la gauche va arriver au pouvoir, mais tous les riches vont partir, ça a été la panique. Ils sont partis? Non. Donc il est faut en arrêter. Belgique, il est en Si Belgique. certains sont partis. Oui, mais ils D'ailleurs, sont belgiques, Bernard souvent. Arnault est parti une Ah, première mais fois. oui. À ce moment-là, il est parti. Mais oui, mais ils aux reviennent. États-Unis. Mais je veux dire, il y a des lois, je prends les Américains que j'aime pas forcément, qui ont une loi bien précise, même si tu as ton entreprise. Oui, c'est la américaine à l'étranger, fiscalité mondiale dont C'est vous une parlez. fiscalité mondiale. C'est ce qu'on envisage de faire en France. Eh ben, mais faisons-le, et puis casse-toi, puis même si tu vas à Tombouctou, on te taxera quand même. Mais c'est simple à comprendre, la taxe Zuckman, c'est quoi? Ça concerne, alors, dans l'origine, ça concerne 1800 personnes C'est ça. qui ont plus de 100 millions d'euros d'euros. de patrimoine. Hein. On ne parle pas de revenus. Hein. 100 millions d'euros de patrimoine. On leur en prend 2, il en reste 98. Et à un moment donné, il faut arrêter de déconner. désolé. Non, laisse-moi finir. Je suis Patrick, pas de ton laisse-moi finir. Mais c'est normal que ce soit pas de mon avis. Tu es un droitard éculé. Oui, c'est normal. c'est ça, je vais découvrir que je suis un Non, droitard. non, le éculé. discours que tu tiens, comme quoi ils vont tous se barrer, Ouais. je suis désolé, faire Ouais. peur aux gens, Ouais. ça sert à rien. Ah ben non, là, Taxez-les. pour l'instant, on fait Aujourd'hui, peur aux je gens suis qui d'accord doivent avec Franck, travailler des dizaines le de champagne, il va pas le capital faire en est Asie, moins c'est champagne. taxé Attendez. que les travailleurs. C'est un fait. Est-ce Monsieur que je peux dire Saadé, quelque chose Monsieur Saadé, dont je connais bien, et ce que je dis est factuel, qui est milliardaire, il paye 2% d'impôts. Est-ce que je Sur le peux revenu, dire ouais. quelque Sur chose 2% d'impôts. On est Toi, en tu train vas de travailler pour construire gagner. des milliardaires Toi, parce tu qu'ils vas sont travailler. milliardaires. Mais c'est Attendez, pas pas le tous problème. ensemble, pas tous ensemble. C'est pas le problème, ça. Je veux dire, quand tu as 100 milliards, tu peux te permettre d'en lâcher 2. Eh ben non. C'est pas pour ça que tu vas être moins riche. Mais non, C'est pas pour parce ça que que tu vas être pauvre. c'est pas de- c'est Par pas contre, 2 milliards sur leur par revenu. contre, tu vas 2 participer. milliards sur leur patrimoine. Par contre, tu vas participer. chose. Et alors Ils peuvent le planquer leurs revenus dans les holdings. C'est pas la Non, même les chose. Zuckman l'a bien expliqué. La question de la taxe. Attendez, la question de la taxe Zuckman, elle vient d'être justement, on vient d'en parler à l'instant. Ils l'ont C'est banané. faute de pouvoir taxer les revenus. Zuckman propose de taxer Mais les non, patrimoines. on peut taxer C'est les parce qu'on revenus. n'arrive Non, le pas à patrimoine, taxer On les peut revenus. taxer les revenus Donc, qui sont ce dans la serait holding. dans les holdings. Comme le font les États-Unis. On voit pas pourquoi. Mais juste une chose. Ça se fait ailleurs, Pourquoi, Patrick, les chefs d'entreprise, l'entrepreneur français, lambda moyen, ils payent, quand ils se versent 50 000 euros de dividendes, ils payent 40% des 50 000 euros, c'est la flat tax. Et Bernard Arnault, il paye 30% la zéro. flat tax, hein, Oui, c'est c'est 30%, mais Alors, comme c'est précompté, ça fait est-ce que 40%. tu sais Et que- pourquoi est-ce que Bernard Franck- Arnault paye C'est revenu zéro après. La question. Franck m'autorise à me défendre parce que Oui, ils sont bien pas- sûr. défendre, t'es Bien sûr, indépendant. Patrick. Oui, c'est très Patrick, intéressant. ils sont majoritaires, Le petit d'ailleurs. lapin dans les phares. T'es Ok, indéfendable, t'es indéfendable. Mais si, Patrick je suis Ivard, défendable. Patrick Ivard, vas-y. Objection à votre honneur. Je suis parfaitement défendable parce que pour l'instant, vous tenez tous un discours qui, moi, ne me plaît pas parce que vous tenez pour acquis qu'il faut sans arrêt augmenter les impôts, augmenter les impôts. Non, on va Attendez, baisser, non, mais- attendez, c'est moi qui parle maintenant. Le problème, c'est qu'on est comme dans une maison où il fait froid. Et les gens se disent, ah, on va monter le chauffage parce qu'il fait froid, on va monter de 1 degré, 2 degrés. Le problème, c'est que toutes les fenêtres sont ouvertes. Moi, ce que je propose, c'est de diminuer les dépenses, c'est de fermer les fenêtres parce que pour l'instant, les fenêtres sont grandes ouvertes, on augmente le chauffage. Fermons les fenêtres, diminuons les dépenses du gouvernement qui distribue généreusement notre argent parler dans le à micro, droite, à Patrick. gauche. Il faut les réparer. Non, les vitres ne sont pas cassées, elles sont ouvertes parce qu'on a l'hôpital décidé est de en les ouvrir. lambeaux, Attends, ça va pas. attends, je suis un droitard, je ne sais plus comment, mais c'est moi qui... Éculé.
Actuellement, on est dans une maison, on a les fenêtres qui sont ouvertes, on jette l'argent par les fenêtres. Commençons par fermer les fenêtres, commençons par arrêter de jeter l'argent par les fenêtres, et ensuite on verra si on doit ou pas augmenter les impôts. Patrick, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Vous êtes tous d'accord pour augmenter les impôts. 211 milliards jetés par les fenêtres aux entreprises sans contrôle. Alors ça, c'est d'accord pour qu'on augmente les impôts alors qu'on n'a pas diminué les dépenses. Sans jetés par les fenêtres. Ça, c'est le crédit impôt recherche. Très intéressant. Crédit impôt recherche. Ce crédit est à 40, qui est de plusieurs centaines de milliards. Non, 7 milliards d'euros. 7 ou 9 milliards d'euros. Parce que derrière, c'est les baisses de cotisations sociales. Le CIR, c'est oui, 7 milliards d'euros. Ok, alors 193 millions de baisses de cotisations. Il est capté à 45% par les grandes multinationales. Qui elles-mêmes ne reversent pas d'impôts en allant dans les paradis fiscaux. Il y a un problème d'égalité devant d'impôts. Ça, c'est le deuxième sujet. Ça, c'est pas jeté par la fenêtre. Un sujet impôt sur les revenus pour les super riches, mais on a aussi un sujet différence d'imposition entre les multinationales et les PME. En gros, il y a plus de 10 points qui les séparent. Il y a quand même un souci. Et qui les sépare en disant les multinationales payent beaucoup moins que les PME. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un gros souci, quand le plombier paye plus cher que LVMH? Et le plombier paye plus d'impôts parce que LVMH n'en paye pas. LVMH a je ne sais pas combien de filiales dans les paradis fiscaux. LVMH en paye. Non, on paye pas assez. Et il n'a, je ne sais pas, comme BNP, je ne sais pas combien de filiales dans les paradis fiscaux. Donc effectivement, il faut réglementer ça, prendre des décisions politiques pour que Bernard Arnault paye ni plus ni moins, mais autant d'impôts que le plombier. Éric Richard, parce qu'il y a Bernard Arnault. Si jamais... C'est un peu notre tête de turc du jour, mais il y en a d'autres. S'il était fiscalisé autant que nous tous autour de cette table, il payerait beaucoup plus. Et pour autant, il partirait pas de France. Son champagne Moët et Chandon, s'il se met à vouloir le délocaliser en Chine ou je sais pas quoi, personne ne voudra l'acheter. S'il produit en France, c'est parce qu'il y a de la richesse qui est produite là. Je pense que tu serais prêt à laisser pourrir le service public pour que eux payent moins. Si tu pouvais faire en sorte que Bernard Arnault paye zéro, tu serais content. Tu es même prêt à payer, pour lui. Ne parle pas pour moi. Si, je parle pour toi. La parole. Non, mais je pense. Je t'ai laissé parler. Parler tout le temps. Là, je réponds. Parlez tous dans les micros, s'il vous plaît. En fait, il y a bien quelqu'un qui doit payer pour la police, pour l'hôpital, pour tout le service public, pour les retraités, etc. Donc il y a bien quelqu'un qui doit payer. Et pourquoi est-ce que les auto-entrepreneurs, toutes les classes moyennes se font assommer d'impôts en ce moment? C'est justement parce qu'il y a eu des transferts de richesse massifs, des cadeaux énormes aux milliardaires et à 0,01% de la population. Il y a jusqu'à 210 ou 213 milliards d'euros d'aide aux entreprises qui va très majoritairement aux très très grosses entreprises. Donc ces cadeaux-là qui ont été faits aux 1800 foyers fiscaux, eh ben, ils ont été pris sur le dos de la classe moyenne et en fait du peuple français en général. Ça, c'était le principe adopté par Emmanuel Macron mais par d'autres nations qui consistait à vouloir augmenter l'offre plutôt que la demande. Avec l'échec énorme. Alors ça a marché. Est-ce que ça a marché? 1100 milliards d'euros de dette et l'industrie qui continue à tomber. Donc, oui, mais un taux de chômage qui a été sensiblement... pauvreté qui augmente. Il y a d'autant plus que la France est dans un état catastrophique. D'autant plus qu'on nous a menti. Le problème, c'est pas en fait, qu'il faille limiter les dépenses publiques qui sont des gaspillages. Genre tous les comités Théodule. Oui, ça n'empêche pas qu'il y ait une égalité devant l'impôt, mais la question centrale de toute manière de l'appauvrissement et du fait qu'il n'y a plus de recettes fiscales, c'est qu'on ne produit plus rien. Quand les entreprises ne produisent plus en France, eh bien, il n'y a pas de recettes fiscales. Donc, ça renvoie au sujet numéro 1, en fait. Protectionnisme à la Trump pour avoir des recettes fiscales naturelles qui ne sont pas importantes en termes de taux d'impôt. D'autant plus qu'il faudrait qu'on arrête de nous mentir. Oui. Parce que moi, je me rappelle, et mon principe, c'est que justement, j'ai un petit peu de mémoire. Je me souviens qu'il y a quelques années, on nous disait, mais si on arrête de taxer les riches, ils vont pouvoir embaucher. Si on arrête de nous assommer d'impôts, et c'est encore un discours aujourd'hui, mais on va pouvoir créer de l'emploi. Ouais, je me rappelle, justement, j'y repense, 1 million d'emplois avec des trucs qui venaient de Taïwan, d'ailleurs. Qui venaient de Taïwan, les machins. Qu'est-ce qui s'en est passé aujourd'hui, les chiffres sont officiels. Il y a 38 grandes entreprises qui viennent de fermer. Aujourd'hui, ils délocalisent. Aujourd'hui, ils sont en train de licencier un petit peu partout. Et ces gens nous disaient que si on ça, c'est dû au coût du travail. Non, mais on l'a réduit. En France, c'est bien plus élevé. Non, mais oui. Aux États-Unis, mais on est d'accord. Le coût du travail est plus cher en France, mais il y a plus de prestations qui sont offertes, même si c'est pas la panacée. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des pays, on a une bonne productivité. Il y a des pays où il n'y a pas de sécurité sociale, il y a des pays où il n'y a pas de retraite, ou des pays où il n'y a pas d'assurance. Donc c'est vrai que les gens payent moins d'impôts, mais est-ce qu'ils ont un retour un peu moins, même si c'est pas bien en France? Moi, je dis simplement que si les patrons, on les défiscalise, OK, vous promettez d'embaucher, où sont les embauches? Et aujourd'hui, je le signale, malgré le fait que M. Macron, et c'est pas un monsieur, ait retiré des impôts sur les riches et retiré des impôts sur la fortune, est-ce qu'ils ont embauché derrière?
Non. Donc ces gens-là sont des menteurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire de plus en plus de profit. Et à un moment donné, il faut passer par le en disant, tu fais du profit, d'accord, mais t'en partages un petit peu avec les autres. Parce que très honnêtement, il faut arrêter de déconner. Sur 100 milliards, quand on t'en prend 2, il t'en reste 98. Me dis pas que t'es pauvre. Et en l'espèce, c'est pas 100 milliards, c'est à partir de 100 millions. À partir de 100 milliards. 100 millions. 100 millions. 100 millions. Pardon, 100 millions. 2 millions en moins qui sert à l'ensemble de la population, qui sert aux hôpitaux, qui sert aux écoles. Mais pourquoi vous ne voulez pas partager les enfants ? Alors qu'en plus, Philippe Pasco, j'ai connu ces gens-là, ils ne savent même pas ce qu'ils ont sur leur compte en banque. Ils ne savent même plus combien ils ont d'argent. À un moment donné, ça suffit. Mais ça marche pas parce que c'est pas un impôt sur le revenu, c'est un impôt sur le patrimoine. Je crois qu'il faut arrêter d'imposer comme la taxe foncière. Comme la taxe foncière. Les gens qui ont que ça soit sur le patrimoine, sur le revenu, avec de l'argent, que ça soit sur le patrimoine ou sur le revenu, je dis qu'il faut les taxer à 2%, point. Eh ben moi, je dis le contraire. 2% en l'espèce. Oui. Sur le revenu, ce ne serait pas 2%. Ce serait s'inscrire dans les tranches marginales de l'imposition. Déjà, jusqu'à 45%. Un peu plus que ce qu'ils payent aujourd'hui. Je le redis, c'est factuel. Oui. Ces gens-là payent beaucoup moins qu'un travailleur. Franck, un impôt sur le revenu, bien sûr, on en paye tous, trop peut-être, mais on paye un impôt sur le revenu. On paye pas tous. Un impôt sur le patrimoine, moi je suis désolé, ça me rappelle François Mitterrand en 1981, l'impôt sur la fortune et tout le reste. C'est pas un bon signal qu'on envoie aux gens qui sont riches, parce que le riche c'est le salaud, parce qu'il est riche, c'est pas quelqu'un qui est salaud. C'est ce qui s'applique aux classes moyennes. Patrick, j'ai les preuves aujourd'hui. Je termine. C'est pas parce qu'il y a moins de riches qu'il y aura moins de pauvres. Mais je dis pas ça. Arrêtez d'avoir des faux discours. J'ai pas dit ça. Je dis j'ai des preuves aujourd'hui. Preuves. Et je vais les sortir bientôt, qu'il y a des entreprises, à un certain niveau, qui versent plus d'argent à leurs actionnaires, écoute bien, sur la globalité sur un an, plus d'argent à leurs actionnaires qu'à leurs travailleurs. C'est-à-dire qu'ils ont plus de dividendes que de salaire. Plus d'argent, alors de dividendes que de salaire. Ça paraît quand même un peu étonnant. J'ai les preuves. Ok. Je peux pas dire mieux, je fais que dans le factuel. Est-ce que ça c'est normal? Mais 15 personnes. J'ai hâte de voir ça parce 15 personnes sur une entreprise actionnaire touchent plus d'argent que des marges gigantesques. Hein. On est bien d'accord. Que l'ensemble des travailleurs. Il y a un moment donné, ça devient même pas immoral, ça devient indécent. On va clore là-dessus, hein, je crois. C'est factuel. Très bien. C'est un livre qui s'annonce, c'est ça? C'est un livre que je prépare. Très bien, parfait. Eh bien, rendez-vous. En espérant ne pas me faire tuer avant. Oui, pas ici en tout cas. Non. Vous êtes protégé ici. Très bien, allez, on se retrouve dans quelques secondes pour les coups de gueule et les coups de cœur, en commençant par les coups de gueule. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. C'est Philippe Murer qui commence pour les coups de gueule. Philippe. Ouais, le coup de gueule, c'est un coup de gueule qui, je pense, est partagé par les Français. C'est le niveau de mensonge hallucinant et le niveau de démagogie de la classe politique médiatique, qui est devenu insupportable. Alors, on commence à tout seigneur, tout honneur, commençant par le PS et LR, qui laisse Macron gouverner en ayant une ultra-minorité. Il a 160 députés avec lui. Donc, il n'y a pas de cas pour le pays, alors que le pays a des problèmes majeurs. Macron continue à attiser le conflit avec la Russie, puissance nucléaire. On le laisse faire. Et Macron a dit qu'il allait signer le traité Mercosur pour tuer nos éleveurs. Mais il n'y a pas que le PS et LR. On a aussi toute la gauche qui prétend sauver la France en asphyxiant à coups de taxes et d'impôts. Et la droite... La créativité fiscale actuellement à l'Assemblée nationale est à son maximum. Hein. Et la droite qui symétriquement ne fait que dire l'inverse en disant nous allons sauver la France en baissant le niveau des impôts. Alors que le problème, c'est un problème de production d'abord. Et... parlons aussi de Zemmour. Zemmour nous dit le lundi, je veux l'union des droites avec LR et le RN. Et le mercredi, Zemmour dit, depuis 15 ans, je pense que le RN est comme le Parti socialiste de gauche. En fait, il veut l'union des droites avec la gauche. Non, mais il faut, avec ce qu'il prétend être la gauche. Il faut arrêter de se moquer du monde. Et Bardella qui explique qu'il va récupérer toutes les souverainetés essentielles de la France, la capacité de gouverner s'il est Premier ministre, sans sortir de l'Union européenne, alors que c'est l'Union européenne qui en dispose par traité. Donc, en fait, la France se meurt, et elle se meurt des mensonges d'une classe politique, en fait, qui, embrouille complètement le débat. Et les électeurs qui n'y comprennent plus rien, et il faut un dégagisme gigantesque pour dégager tous ces menteurs. Ok, rendez-vous en 2017. Oui. 27. Enfin 2027, pardon. 2017, on a donné. Philippe, oui, c'est ça, exactement. Philippe Pasco. Moi, c'est un truc vachement simple et très terre-à-terre, comme d'habitude. C'est la prime sport.
que le gouvernement vient de supprimer. Qu'est-ce que c'est que la prime sport ? C'était une prime que touchaient les gens pour pouvoir inscrire leurs gosses au sport. Il y a un type qui s'appelle Macron qui a déclaré partout qu'il voulait faire 2 heures de sport tous les jours pour les enfants, etc. On a eu les Jeux Olympiques, on a mis le sport en avant. Et là, ils viennent de supprimer la prime de sport qui n'était pas grand-chose, 50 € par enfant, entre guillemets, pour les gens qui ne pouvaient pas payer, entre les gosses. C'était sous condition de ressources, j'imagine, oui, cette prime sport. c'était quand même assez élevé. Et les gens les classes moyennes pouvaient la toucher, entre guillemets. Ils viennent de la supprimer pour les enfants de 6 à 13 ans. C'est-à-dire que maintenant, elle existe toujours, mais pour à partir de 14 ans. OK. Pas de sport avant 13 ans. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin justement que le sport sur les gosses entre 6 et 13 ans, c'est hyper important, de savoir nager, le vivre ensemble, la vie en communauté. Eh bien, ces gens intelligents qui font des économies, ils vont pas faire des économies sur les riches, ils vont les faire des économies sur les pauvres, encore une fois. Supprimer la prime de sport pour les gosses de 6 à 13 ans est une aberration de plus de nos politiques. Et je regrette qu'il y ait des mecs comme moi pour soulever ça au tapis et le dénoncer, parce que personne n'en parle. Donc aujourd'hui, les gosses entre 6 et 13 ans qui ne peuvent déjà pas payer, si on leur file une prime, c'est qu'ils ne peuvent pas. Ne peuvent plus aller faire du judo, ne peuvent plus aller à la natation, ne peuvent plus, parce que le gouvernement, dans sa grande sollicitude, pour faire des économies et trouver du pognon là où il ne faut pas le trouver, taxe les gosses de 6 à 13 ans. Merci. Et en plus, parfaitement dans les temps. Magnifiquement, je ne sais pas comment vous avez fait. Éric Richard-Mose. Je voudrais faire mon coup de gueule sur le projet de loi macroniste qui concerne une obligation vaccinale dans les EHPAD, que ce soit des personnels soignants, que ce soit des personnels tout court d'ailleurs, et aussi de... Il n'y a pas déjà d'obligation vaccinale et des résidents. Non, ils viennent de l'instituer. Là, il y a un projet de loi qui est... Ils ont placé l'ARN encore. La Haute Autorité de la Santé a donné son avis positif pour que ce soit en application à partir du 2e trimestre 2026. On n'en parle pas assez, malheureusement. Avec en plus, effectivement, l'ARN messager qui est de plus en plus présent, développé par un certain nombre de laboratoires dans les vaccins contre la grippe. Avec d'ailleurs, on a vu dans le Canard enchaîné les liens de la Macronie, de nouveaux liens de la Macronie liés à l'industrie pharmaceutique, avec la ministre Stéphanie Rist, qui en plus a un certain nombre de liens d'intérêt avec cette industrie. Donc c'est un scandale énorme. On a eu des soignants qui ont été suspendus pendant un nombre incalculable de mois et absolument scandaleux. On pensait en être sortis, là ils veulent nous remettre, et en plus c'est une porte d'entrée vers, d'abord on commence les EHPAD, ensuite ça sera peut-être les crèches, les écoles, etc. Et à la fin ça sera déjà dans les écoles des obligations vaccinales, puisque les enfants ont l'obligation d'avoir des vaccins. On parle de pas sur la grippe, on parle de nouveaux vaccins. Ah, d'accord. Donc on fait une manifestation avec les Patriotes, on fait une manifestation devant le ministère de la Santé, mercredi prochain, le 12 à 18h, place Pierre-Laroque, devant le ministère de la Santé. Dans le 7e arrondissement. Juste un point, Eric. En fait, 90% des soignants ont dit qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner contre la grippe tous les ans. Et donc, on risque de ne plus avoir de soignants dans les EHPAD, tout simplement. C'est comme les élus qui ne sont pas fait vacciner sur le vaccin. Ok. Merci. Patrick Hivard, coup de gueule. Coup de gueule, mon coup de gueule à moi, ça va être bien évidemment sur le 13 novembre 2015. On est à quelques jours du 10e anniversaire de cette série d'attentats qui ont frappé le Stade de France, les terrasses et le Bataclan. C'était une nuit d'horreur. Vous étiez en première ligne, vous étiez... Première ligne, je ne sais pas, mais j'étais policier et le service que je dirigeais était engagé sur l'une des terrasses au cours de la nuit, sur le 11e arrondissement. Ça a été très dur. On a relevé 210 étuis de Kalachnikov au sol. Il y avait 5 tués, il y avait 19 blessés. Il y avait des cadavres avec les yeux ouverts. C'était un silence de mort. Il y avait des voitures, le pare-brise rafalé avec les feux de détresse qui clignotaient. Silence total. On ne savait pas ce qui nous tombait dessus. Au Bataclan, l'assaut était peut-être pas encore donné quand on était nous sur la terrasse à la Bonne Bière et puis Casa Nostra. Donc c'est un souvenir qui est très très marquant chez les policiers qui ont vécu ces événements, très très choquant. Et là aujourd'hui, on est 10 ans plus tard, on est au 10e anniversaire. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans ? Est-ce que l'état d'esprit a changé ? Moi, j'ai peur que non. J'ai peur qu'on soit toujours dans une ambiance chanson de John Lennon, Petit Nounours, et puis manifestation place de la République. Et j'ai peur de ce qui va nous tomber dessus, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne recommence pas. Il n'y a pas de raison. Alors, j'ai vécu ces attentats-là, de l'intérieur, de la police.
C'était très marquant, comme je l'ai dit. Tous les policiers qui ont vécu ces événements-là s'en souviennent parfaitement parce qu'il y a un avant, il y a un après. Ce sont des choses qui vous marquent à jamais. Mais j'ai peur, j'ai vraiment peur que ça recommence parce que rien n'est fait. C'est-à-dire que notre ennemi n'est toujours pas identifié clairement. Et pourtant, les services arrêtent des tentatives ou des projets d'attentats plusieurs fois dans l'année. Hein. Oui, mais avant 2015, on en arrêtait aussi plusieurs fois dans l'année. Et puis 2015, le 13 novembre, on n'a rien vu venir. Rien. Alors, ça peut très bien se reproduire parce qu'on ne veut pas nommer notre ennemi. Et quand on ne nomme pas l'ennemi, on a peu de chances de le battre, ça c'est certain. On voit les émissions qui passent à la télévision et autres, tout le monde est dans le « vous n'aurez pas ma haine ». Moi, je tiens à dire une chose, c'est que ma haine, ils l'ont, et en pleine gueule. Ma haine, ils l'ont, et en pleine gueule. Moi, j'ai vu les cadavres, j'ai vu les flaques de sang, j'ai vu les étuis de Kalachnikov, ils ont toute ma haine. Voilà mon coup de gueule. Écoutez, je vais juste ajouter mon petit grain de sel. Il me semble que nous savons tous où nous étions quand nous avons appris la nouvelle. Vrai. Hein, c'est vrai. Et que c'est un peu notre attentat de Kennedy à nous. Quoi. C'est un traumatisme, en fait. C'est un traumatisme pour toute la France. Personnellement, pendant des années, quand j'allais à un concert, je pensais au Bataclan. Ça s'est un petit peu levé. En fait, non. Je me rends compte que j'étais, il n'y a pas longtemps, à la Philharmonie pour voir du classique. J'y ai quand même pensé. Je me suis dit, et s'il y avait un type qui surgissait du fond de la salle avec une Kalachnikov, qu'est-ce que je fais? Comment je peux me protéger? Moi, je me mets toujours dos. Il y a un avant-après. Oui. Le restaurant, maintenant. Oui, ok. Bien. Alors, à part ça, on va essayer d'aller vers le plaisant. Vos coups de cœur. Alors, imaginez-vous, Franck, que ça a été quand même très, très dur de trouver, parce que dans cette France, dans un état de tristesse qui ressemble à l'URSS des années 80, on est là-dedans. D'accord. J'ai trouvé ça très difficile. Alors, je fais un coup de cœur pour la mère de Lola, 12 ans, vous savez, dont la petite fille, il y a 2 ans, a été torturée, puis tuée. On a eu le procès il y a très peu de temps, il y a une semaine. Pour la mère de Mathis, dont le fils vient d'être tué par un délinquant multirécidiviste et polymorphe, qui avait refusé d'obtempérer. Et donc, je fais un coup de cœur pour toutes ces mères courage, en fait, qui sont effondrées parce qu'ils ont perdu leur fils et leur fille et qui ont le courage de se lever, qui ont le courage d'aller dans les médias aujourd'hui. Et de ne pas dire « vous n'aurez pas ma haine », de pointer le pouvoir du doigt en donnant sa responsabilité. C'est-à-dire un pouvoir qui a laissé en fait une justice devenir complètement laxiste, qui a verrouillé le laxisme, le système laxiste en ne construisant pas de place de prison, qui a laissé des lois de procédure pénale qui défendent beaucoup plus le coupable que la victime. Voilà, donc tout ce pouvoir. Donc bravo à ces mères courage, mais maintenant pour passer des paroles aux actes, ça ne passera que par l'élection et par la politique, donc à chaque Français de réfléchir à ce qu'il peut faire au niveau, à sa part de responsabilité, ce qu'il peut faire au niveau politique pour qu'on n'ait plus jamais ces familles endeuillées. Merci beaucoup. Philippe Pascot, alors votre coup de cœur. Mon coup de cœur, je suis assez content qu'une grosse entreprise comme Total Energy a pris une grosse claque judiciaire le 17 octobre 2025. Oui. Ouais, je sais, c'est encore des informations. C'est 17 octobre 2025, c'est le tribunal administratif de Rouen qui a déclaré inacceptable que Total Energy installe un méthanier géant, il y a 2 ans, dans le port du Havre. Méthanier qui ne servait à rien, c'est ce qui a été marqué dans le jugement, qui était en plus de ceux qui existaient déjà et qui était uniquement là pour faire du profit plus important pour un méthanier, c'est un navire. Un étavier, c'est un navire. Il était dans le port de Haye, il faisait 283 mètres de long sur 43 mètres de large. Donc c'est un navire pour du stockage de transformation de gaz liquide naturel. Ah, ok. C'est une sorte d'usine, en fait. C'est un terminal où les gens viennent, les bateaux viennent avec du gaz non machin, qui liquéfie, etc. Mais c'était pas utile. Ça servait à rien. C'était en plus. Et toutes les preuves sont sur la table. C'était uniquement pour faire du profit plus rapide. Plus rapide. Et pour une fois, le tribunal... Et en plus, ils étaient servis de l'excuse de la guerre de l'Ukraine pour pouvoir l'installer au Havre. C'est aussi pour ça que ça s'était installé. Il y a des gens qui ne se sont pas laissés faire, qui ont porté plainte, et je ne suis pas un écolo, qu'on soit bien d'accord. Et le tribunal administratif a reconnu que Total Energy n'avait pas outrepassé ses droits, que Total Energy, le méthanier qu'ils avaient installé n'était pas utile là où il était, ne servait à rien, qu'il y en avait déjà assez en France, etc. Et ils ont ordonné à Total Energy, dans les 2 mois, de se barrer avec ce méthanier. Très bien. Et je suis assez content que, pour une fois, la justice ne s'est pas laissée faire par le profit. Alors, est-ce que je peux vous donner une mission ? Oui. C'est de nous tenir au courant
de ce qui va se passer, puisqu'ils ont 2 mois. J'imagine qu'au-delà de 2 mois, il va y avoir des astreintes, des pénalités. Ils ne vont pas faire appel. Apparemment. Ok, encore faut-il qu'ils déplacent. Parce que le jugement est tellement flagrant sur le fait que c'était inutile, que ça ne servait à rien, que ça coûtait trop cher, et que ça ne servait uniquement qu'à faire du profit pour Total. Ça foutait un bordel monstre dans la ville. Très bien. Mission, vous m'avez entendu, s'il vous plaît. Très bien. Éric Richermoz, votre coup de cœur. Coup de cœur sur le nouveau gouvernement tchèque. Oui. Nouveau gouvernement tchèque qui met un braquet complètement différent par rapport à ce qu'il y avait jusqu'à présent. Tchéquie qui est donc dans l'Union européenne, même si je souhaite évidemment en sortir. Ils poussent quand même plutôt dans la bonne direction. Ils sont contre le fait de soutenir, comme on le fait jusqu'à présent, financièrement l'Ukraine qui nous coûte un fric de dingue pour absolument aucun résultat. Ils sont absolument contre, ils l'ont rappelé, le fait de rentrer dans la monnaie euro. Ils sont pour garder leur couronne tchèque. Ils sont contre le passage de l'interdiction des véhicules thermiques à horizon 2035, contre tout un tas de mesures absolument honteuses. Donc, ça ne sera pas suffisant. Il nous faudra, quoi qu'il arrive, sortir de l'Union européenne parce qu'on a besoin pour pouvoir décider pour chez nous, on a besoin de reprendre notre liberté. Mais malgré tout, c'est quand même intéressant d'avoir un joueur de plus au sein de cette Union européenne qu'il faut fuir, qui va pas dans toutes les dingueries de Bruxelles, dans toutes les dingueries des Allemands, d'Ursula von der Leyen, etc. C'est une élection récente, parce que je dois vous dire, c'était il y a eu le temps de formation, de négociation, etc. La Tchéquie. Après, il faut voir à l'usage. Oui, absolument. Dans l'opposition, ils disent des trucs, mais dès qu'ils sont dans la majorité, regardez en Italie. Ok. Je vous tiendrai au courant sur la Tchéquie. Oui, absolument, c'est assez intéressant. Merci Eric. Patrick Ivard, votre coup de cœur. Alors mon coup de cœur à moi, ça a été le vote à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, à l'initiative du Rassemblement national, de la résolution visant à faire abroger les accords de 1968 avec l'Algérie FLN. Alors ça, c'est un sacré coup de cœur, parce que la France est en train de devenir tout doucement une colonie de l'Algérie FLN, et il était temps qu'on s'arrête, quoi. Et le vote de cette résolution là m'a vraiment donné un petit peu d'espoir, parce qu'on se rend compte que finalement quand on veut on peut, c'est ce qu'on dit depuis un certain temps. On manque de courage politique, on manque de volonté politique pour faire bouger les choses, et là ça s'est fait à très peu, 185 voix contre 184, mais il y a quand même l'Assemblée nationale qui a voté une résolution demandant l'abrogation de l'accord. Alors, ça n'est qu'une demande. C'était une victoire politique du RN, puisque c'était sur sa niche, mais en réalité, c'est aussi une victoire qui est très symbolique. C'est très symbolique, parce que le Parlement n'a pas le pouvoir d'abroger des accords internationaux. Ça n'appartient pas au pouvoir du Parlement en France d'abroger ces accords, mais ça oblige le gouvernement, le cornu, si tant est qu'il existe encore dans quelques jours, on ne sait pas, parce que ça ne va peut-être pas durer, mais ça oblige le gouvernement, le cornu, ça oblige le président de la République, Macron, à prendre... J'ai cru que vous alliez oublier son nom. Oui, enfin, on va l'oublier. Comment s'appelle-t-il déjà ? On ne va pas laisser une grande trace dans l'histoire de France. Oui, c'est ça, on va passer à autre chose. Mais ça va obliger le pouvoir exécutif à agir face à l'Algérie, qui nous méprise, qui construit toute son identité nationale sur la haine de la France. Et quand je parle de l'Algérie, je parle de l'Algérie du FLN, c'est-à-dire celle à qui les accords d'Évian ont donné le pouvoir en 1962, qui a construit toute l'identité d'un pays sur la haine de la France, et qui aujourd'hui se retrouve à diriger un pays qui est en passe d'être détruit, parce qu'en Algérie, il n'y a rien qui marche. Et c'est tout le temps la faute de la France. Pourquoi ? Alors que le pays est très riche. Donc je suis très heureux, ça c'est mon coup de cœur, je suis très heureux qu'enfin on ait demandé officiellement à l'Assemblée nationale, enfin que l'Assemblée nationale ait demandé de revoir cet accord qui n'a plus lieu d'être, quoi. Il faut qu'on l'abroge. Parfait. Écoutez, messieurs, merci pour ces coups de gueule, merci pour ces coups de cœur. Merci à vous qui avez écouté cette émission. N'oubliez pas le pouce et les commentaires. Et rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Tête à Clash.